c'est la vallée de Sarajevo. Et que si on regarde les montagnes autour, hein, on voit Igman, derrière Igman, Bjelašnica, ensuite Trebević et Jahorina derrière. Le relief, il se ressemble au relief suisse. Sur les hauteurs de Sarajevo, le mont Juc a une saveur particulière pour Mohamed et sa famille. Nous, on l'appelle notre vue des Alpes. C'est un peu plus près que les Alpes qu'on voit depuis Neuchâtel. Il est peut-être un peu moins connu, mais pour nous, il est aussi chaleureux et important que celui qu'on avait en Suisse. Il y a 3 ans, avec sa femme Emira et leurs enfants, ils ont quitté Neuchâtel pour revenir s'installer ici en Bosnie, à 1000 km de la Suisse. Ça vous manque des fois la Suisse ? Oui, bien sûr, il y a des moments de nostalgie, c'est normal. On a essonné là-bas, nous on a vécu plus de 30 ans. C'est normal que ça nous manque. Mais... Peut-être à Elver, un petit peu placé. Non, ça va. Les garçons, vous, ça vous manque un peu ou... Oui, je voudrais bien aller, mais je sais pas quand. Et toi? Moi pas. Mais il était petit. Les tranchées, les militaires, ils les creusent pour se protéger déjà de l'ennemi et surtout pour avoir une sécurité et qu'ils puissent être à l'abri. La guerre a pris fin il y a 30 ans. Aujourd'hui, les tranchées font partie de l'histoire, mais entre les communautés, les tensions n'ont pas encore été enterrées. La paix reste fragile. « 14 décembre 1995, c'était il y a 30 ans. Les accords de Dayton sont signés, ils mettent fin à la guerre civile en Bosnie. L'un des derniers conflits du XXe siècle en Europe, une des périodes les plus sombres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le siège de Sarajevo, des tirs et des bombardements quotidiens. Et bien sûr le génocide de Srebrenica, 8000 Bosniaques musulmans sont exécutés. La guerre dure près de 4 ans, elle fera 100 000 morts et 2 millions de déplacés. Des dizaines de milliers de personnes trouveront refuge en Suisse. 2016 aussi, 2016. En 1991, juste avant le début de la guerre, Mohamed arrive dans le canton de Neuchâtel. Il a 15 ans, il en repartira en 2022. C'était ses premiers pas. C'est qui? C'est Elber ou David? C'est Elber, ça. Avant le corona, jamais on a eu la moindre discussion sur le fait que peut-être on pourrait revenir un jour vivre ici. Jamais, jamais, jamais. C'est venu vraiment pendant le corona. On a commencé un peu à se dire, ouais, peut-être qu'on pourrait réfléchir où ça nous mène tout ça. On s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de faire différemment. Il y a 3 ans, ils franchissent le cap et viennent s'installer dans la maison familiale que Mohamed avait quittée 30 ans plus tôt. Bon appétit. Hein? Aujourd'hui, 3 générations de la famille Haydar-Bazic vivent sous le même toit. Fini les emplois salariés à plein temps, ici ils ont lancé leur propre entreprise de location de voitures et de services immobiliers. Si je compare le salaire suisse avec les salaires que j'ai ici, ben, je fais ma valise demain et on n'en parle plus. Mais il y a la qualité de vie de tous les jours, où je peux amener mes enfants à l'école tous les jours. Les parents, quoi qu'ils ont besoin, on est là. On peut aller voir aussi sa maman, on peut aller boire un café quand on veut. Et ce sont des moments quand même importants dans la vie. Emira, elle, a vécu la guerre ici. Alors au moment de prendre la décision du retour, un doute s'installe. Et si le conflit reprend ? Je pensais longtemps à ça. Je dis, je ne sais pas, je peux faire quoi si... Et Mohamed, il m'a expliqué, tu sais, on est nationalité suisse. S'il y a quelque chose, on a il y a un rapatriement possible. Chaque Bosniaque, chaque habitant des Balkans, je dirais, il a un corps et il aura toujours dans la tête qu'ici, il peut y avoir la guerre. Dans la région, les gens le savent. Il suffit d'une étincelle pour que les conflits reprennent. Sur les maisons, dans les familles, le souvenir de la guerre est partout. Même chez ceux qui ne l'ont pas vécu. Lamia a 21 ans, elle fait partie de la génération née après le conflit et pourtant elle vit chaque jour avec ses conséquences. Mon père a quelque chose avec lequel il vivra toute sa vie à cause de la guerre.
Il a perdu une main et perdu la vue. Nous ressentons tous ce que la guerre a fait en Bosnie, même si c'était il y a 30 ans. Pour elle, les tensions sont entretenues par les anciennes générations. La sienne essaie de ne pas trop y penser. En 1995, les accords de Dayton ont fait cesser les armes, ils ont aussi structuré le pays. Un État central composé de 2 entités, d'un côté la Fédération de Bosnie et Herzégovine composée principalement de musulmans et catholiques, et de l'autre la Republika Srpska, majoritairement orthodoxe. À l'époque, une séparation est nécessaire pour garantir la paix. 30 ans plus tard, elle a ancré la division dans le pays. Aucune frontière matérielle, mais nous sommes bien passés dans l'entité serbe de Bosnie. La séparation est ailleurs, le cyrillique, les drapeaux tricolores et une autre histoire. La ville de Palais, à 10 km de Sarajevo, Branka est née ici, elle y a vécu toute sa vie, elle a vu ce qui était un village devenir une petite ville. Avant la guerre civile, ce n'était pas grand. C'était une destination de week-end pour les gens qui habitaient à Sarajevo. Tous ces bâtiments ont été construits après la guerre. Alors il n'y a plus de signes de la guerre? Pas ici, parce que Palais était la capitale durant la guerre. C'était le centre du gouvernement et de ces choses-là. Poste avancé de l'armée durant la guerre, c'est depuis ce village que le siège de Sarajevo est orchestré. Aujourd'hui, la ville veut tourner la page et mise sur le tourisme. C'est d'ailleurs le travail de Branka, promouvoir la région. En 1984, Palais a accueilli des épreuves de ski des Jeux Olympiques. C'est ce moment de l'histoire que la ville aimerait qu'on retienne. Alors, sur la place centrale, un monument a été érigé, non pas aux morts, mais au sport. Là, ce sont les noms des participants aux Jeux Olympiques d'hiver qui sont originaires de Palais. Nous sommes très fiers d'eux. C'est plus important de se rappeler des Jeux Olympiques que de la guerre. Oui, je n'aime pas la guerre. Je ne veux pas en parler. J'étais une enfant. Ce ne sont pas de bons souvenirs. Au milieu de la ville, l'un des bâtiments les plus récents, l'église orthodoxe. De nombreux Serbes de Bosnie se sont exilés dans cette région pendant et après le conflit. Mes parents, par exemple, ont vécu à Sarajevo toute leur vie. Ils ont tout abandonné et ils ont recommencé une nouvelle vie ici. C'était très dur. Les gens n'aiment pas ce qu'il s'est passé. On ne leur a pas demandé leur avis. Ça a été une période terrible. Maintenant, nous avons tiré des leçons et cela ne se reproduira pas. J'espère que nous allons devenir un pays où il fait bon vivre, surtout pour nos enfants. Juste à côté de l'église, l'université, Nikolina et ses amis sont nés dans les années 2000, ici en Republika Srpska. C'est de l'histoire et ça nous affecte encore d'une certaine manière. Mais on ne peut pas s'accrocher à ça pour toujours. Nous avons l'habitude de vivre les uns avec les autres. Il y a peut-être encore des problèmes, mais plus comme avant. La situation pourrait être encore meilleure si certaines personnes avaient l'esprit plus ouvert, si elles acceptaient tout le monde. Aux premières loges pour constater les divisions qui demeurent, Christian Schmidt. Il est le 8e haut représentant international depuis 1995, garant des accords de paix et sorte de tuteur du pays. Un poste qui devait être temporaire, 30 ans plus tard, il n'a pas disparu. Le transfert aux autorités locales n'a pas encore abouti. On ne peut pas encore laisser les gens seuls, mais il faut les laisser décider seuls, de plus en plus. J'espère être le dernier haut représentant. Aujourd'hui encore, le système politique repose sur les identités ethniques. Un autre héritage de Dayton que les partis nationalistes n'hésitent pas à exploiter. Les tensions sont créées pour des raisons tactiques et politiques. Et ça crée des divisions dans la société. Pas encore dans l'État,
Mais cela empêche de développer le sentiment d'unité nationale. La question, c'est est-ce que cela vient de la population? Oui ou non? Je dirais plutôt non. On retrouve Mohamed sur un terrain de foot. Depuis son retour en Bosnie, il passe ses soirées à entraîner le club du quartier. Le sport, une manière de développer le vivre ensemble, et il met un point d'honneur à ce que les affrontements restent uniquement sportifs. Alors, dans mon équipe, j'ai quelques Croates, j'ai pas de Serbes, mais nous avons régulièrement des équipes adverses. Et là, je pense que autant mes collègues entraîneurs de ces clubs-là que moi, on donne encore plus d'importance au fair play et de ne pas avoir cette quelconque différence. Et franchement, ça se passe super bien. Et derrière les joueurs, ces mots, comme pour leur rappeler ce qu'il se passe quand un pays se divise. Don't forget Srebrenica. Le génocide, c'était pas censé arriver après la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, ça arrive encore. Et encore aujourd'hui, ça arrive. Mais tous les jeunes savent ce que ça veut dire Don't forget Srebrenica. On n'oublie pas, il n'y a pas de souci, on tourne la page, on passe à autre chose, mais on n'oublie pas. On peut pas se permettre d'oublier quelque chose comme ça. 30 ans après la fin de la guerre, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore pansé toutes ses plaies. Mohamed, Lamia, Branka, Nikolina et beaucoup d'autres font ce qu'ils peuvent pour les soigner. Bosnie, 30 ans après la guerre, une paix fragile va donc pour ce reportage signé Léandre Dugan et Stéphane Saporito. Merci, messieurs, d'être avec nous. Alors, Léandre, on va refaire un petit peu d'histoire. Il y a 30 ans, donc, le massacre de Srebrenica fait 8000 morts côté bosniaque. Il a été qualifié de génocide par l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous remettre en mémoire ce qui s'est passé ? Ouais, alors il faut retourner au début des années 90, il y a déjà la chute de l'URSS qui a commencé, et puis en Yougoslavie, ce pays commence à se désintégrer. Il y a la Slovénie, la Croatie qui en faisait partie, qui proclament leur indépendance. En Slovénie, ça se fait pratiquement sans effusion de sang. Il y a la guerre de 10 jours, mais elle aura son indépendance. En Croatie, par contre, la guerre, elle dure jusqu'en 95. En voyant ça, la Bosnie-Herzégovine, les habitants, ils ont un peu deux sentiments. Est-ce qu'il faut continuer à rester avec la Yougoslavie? Est-ce qu'il faut rechercher l'indépendance? Ce pays, c'est un mélange déjà à l'époque entre catholiques croates, les Serbes orthodoxes, les musulmans d'origine slave, ils vivent tous ensemble. Moi, j'ai retrouvé dans une archive de la RTS d'un confrère à l'époque, il disait ceci juste avant le début du conflit: la Bosnie-Herzégovine, c'est 3 communautés étroitement liées, une promiscuité qui rend impossible tout partage territorial. Si la guerre intercommunautaire éclate, ce sera bien pire qu'en Croatie. Malheureusement, la suite, on la connaît. Il y a eu la guerre. La guerre, elle éclate en 1992 au printemps, quand la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. Après ça, il y aura le siège de Sarajevo. Pendant près de 4 ans, le génocide de Srebrenica, 8000 musulmans bosniaques exécutés. C'est l'un des pires massacres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre en Bosnie, c'est aussi plus de 100 000 morts et 2 millions de déplacés. Alors, Stéphane Saporito, le récit, l'histoire que vient de nous conter, narrer Léandre Dugan, elle fait écho chez vous, puisque vous avez couvert ce conflit en 1995 pour la télévision des Nations Unies, puis en 1996 pour l'OTAN. 30 ans après, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes retourné sur place en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo ? Alors la première chose qui marque forcément, c'est l'aéroport, l'arrivée en avion. Sarajevo, donc comme le disait Léandre, c'était une ville assiégée, donc le seul moyen d'accès pour Sarajevo, c'était l'avion. Donc on partait de Zagreb et on allait sur Sarajevo en avion. Et avant de partir, les militaires, comme une petite blague, nous mettaient un tampon, une sorte de visa sur notre passeport où il y avait écrit Maybe Airlines. Il y avait toujours un risque quand on arrivait sur Sarajevo. Et puis l'une des premières choses à faire, c'était de mettre son gilet pare-balles pour descendre de l'avion.
les Serbes étaient tout autour, il y avait encore des tirs, c'était relativement dangereux. Et puis tout de suite, il faut embarquer dans une voiture, arriver en ville et se protéger. Et pour arriver en ville, il y avait toute ce qu'on appelait cette sniper alley, où là, tout le monde devait y passer et c'était relativement dangereux. Donc tout de suite, une tension quand même très très forte, ce qui n'était plus du tout le cas évidemment aujourd'hui. L'aéroport est entièrement refait, avec des normes de sécurité assez normales et communes. Et tout ça fait que c'est une ville complètement différente, en tout cas à l'arrivée. Justement, Stéphane Saporito, est-ce que vous avez reconnu la ville de Sarajevo ? Alors oui, je l'ai reconnue, malheureusement, oui, je l'ai reconnue. Elle n'a pas tant changé que ça. Ça reste un pays très pauvre. Donc les façades sont encore dans leur vue, dégradées. Le centre est de plus en plus joli, mais c'est encore un pays très pauvre. Léandre Dugan, 30 ans après, les enquêtes et les procès se poursuivent justement au sujet de ce massacre, de ce génocide de Srebrenica. Pourquoi la justice n'a-t-elle toujours pas été rendue ? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, je dirais, c'est peut-être l'ampleur, la nature des crimes. Les corps, les preuves, ils ont été dissimulés, déplacés dans des fosses communes. Alors ça rend forcément difficile l'identification des victimes. Aujourd'hui encore, on estime qu'il y a 1 millier de personnes qui sont portées disparues. Juste pour vous donner la mesure que les choses sont encore en cours, en 2025, donc cet été, pour les 30 ans de commémoration du génocide, 14 nouvelles victimes ont été identifiées et ont pu être enfin enterrées. Il faut imaginer aussi qu'il y a certaines personnes qui nient encore le génocide. Massacre, ouais. Alors forcément, ça entrave le processus. Et puis, les tribunaux pénaux internationaux, ils ont condamné les figures clés, mais il reste encore d'autres personnes, d'autres procédures en cours. Sarajevo est devenu un haut lieu touristique. On va visiter Sarajevo, visiter la Bosnie-Herzégovine, justement pour retrouver les vestiges, pour voir de ses yeux ce qu'a été cette guerre en Bosnie-Herzégovine. Alors oui, il y a beaucoup de musées indépendants, un peu partout en ville, comme ça, qui racontent le génocide, qui racontent le siège de Sarajevo. C'est de toute façon une ville qui a été marquée par l'histoire, par la guerre, par les guerres. C'est la ville où la Première Guerre mondiale s'est déclenchée avec l'assassinat de François Ferdinand et de sa femme sur le pont. Donc il y a un petit peu de tourisme de guerre comme ça. Et puis les Bosniaques font en sorte de ne pas oublier, de ne pas effacer l'histoire. Et donc tous ces musées, on peut les voir dans Sarajevo. Il reste des vestiges même au sol, les impacts d'obus, qui après ont été repeints en rouge, et ce qu'on appelle les roses de Sarajevo. Et on les voit un petit peu partout au sol. Donc on voit des vestiges de la guerre tout au long de Sarajevo, un peu partout. Alors Léandre, la guerre a pris fin avec les accords de Dayton, qui stipulaient en fait une solution à 2 entités. Aujourd'hui, avec 30 ans de recul, est-ce que c'était la bonne solution ? Bon, bien sûr, avec 30 ans de recul, c'est toujours plus facile de jeter un regard sur ce qui s'est fait il y a 30 ans. Mais je pense qu'il faut imaginer que c'était la solution la moins pire. L'objectif, c'était de mettre fin à la guerre. Et je pense que sur ce point, ça a réussi. Le conflit a pris fin. Mais pour ça, il a fallu réunir autour de la table les dirigeants des 3 entités qui étaient en guerre à l'époque. Donc, il faut imaginer, c'est vraiment les Croates, les Serbes. Exactement, qui se sont réunis à la même table et pour signer un accord. Et les Bosniaques. Et pour ça, il a fallu faire des concessions. Un des gros enjeux, c'était les territoires. Il a fallu faire donc des concessions sur les territoires, sur l'architecture du pays. Mais aujourd'hui, 30 ans après, on observe quand même les limites. C'est un pays composé de 2 entités. D'un côté, il y a la Fédération de Bosnie et Herzégovine, et de l'autre côté, la Republika Srpska. C'est 2 entités qui ont des pouvoirs très forts. L'État central, il est très faible. Il a peu de pouvoir. Cette structure, elle a aussi en fait consolidé les divisions ethniques. Elle les a vraiment inscrites durablement. Ce qui en découle, c'est un système politique assez complexe et qui, finalement, ces divisions, elles ont tendance à renforcer les partis nationalistes qui profitent de ces divisions plutôt que de créer une identité commune à tous les Bosniens. Justement, Stéphane Saporito, comment apaiser ces tensions qui sont toujours vives ? Par exemple, on sait que la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, a récemment voulu déclarer son indépendance. Puis finalement, est-ce que ces accords de Dayton et cette séparation en 2 entités, c'était ce qu'on appelle une vraie fausse bonne idée ?
À ce moment-là, 6 mois avant, il y a le génocide de Srebrenica. Il faut trouver une issue à la guerre. Il faut trouver une issue à la guerre et c'est la seule issue qui a été trouvée. Comme dit, c'est justement Léandre, la guerre s'est arrêtée. C'était déjà rien que pour ça une bonne chose. Maintenant, les nationalismes de part et d'autre ont quand même beaucoup exacerbé toutes ces tensions. Oui, c'est ça en fait. Il y a toujours cette fibre et l'exploitation de la fibre nationaliste par certains partis de toutes parts. De toutes parts, que ce soit du côté des Croates, que ce soit du côté de la République Srpska et même du côté des Bosniaques. Voilà, la Croatie, elle est rentrée dans l'Europe, donc il y a eu un statut complètement différent, avec un développement complet. La Bosnie reste le pays le plus pauvre d'Europe. Donc ça reste quand même très difficile de trouver une issue, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et tout ça laisse un champ d'influence à tous les nationalistes qui trouvent une résonance commune. Justement, vous nous l'avez dit, d'un point de vue géographique et historique aussi, la Bosnie, elle est vraiment un carrefour entre l'Europe, le monde arabo-musulman et la Russie. Cette triple influence, elle fait de la Bosnie, on va dire, un pays de convoitise que chacun, en fait, finalement, cherche à garder ou à avoir dans son giron. Ouais, ces trois influences, d'une part, c'est vraiment une richesse culturelle, mais c'est aussi un enjeu stratégique parce que chaque bloc autour de la Bosnie-Herzégovine lorgne un peu sur le pays. C'est à la croisée des chemins. Il y a eu l'influence de l'Empire ottoman qui est venu, qui a laissé son empreinte avec l'islamisation d'une partie de la population. Il y a eu l'Empire austro-hongrois qui a ancré le pays vraiment dans une influence européenne. Et bien sûr, l'héritage slave avec la Russie et la sphère orthodoxe. Aujourd'hui, ça se voit encore, ces trois blocs essayent un peu de mettre leur agenda. L'Union européenne, les États-Unis, eux, ils poussent à un rapprochement européen ou en tout cas euro-atlantique avec une démocratie forte, de la stabilité. En face, la Russie, elle veut maintenir son influence. Elle voit d'un mauvais œil ce rapprochement avec l'Europe, avec l'OTAN. Et puis finalement, il y a la Turquie aussi, les pays arabo-musulmans qui ont une influence forte, qui veulent la garder parce que la Bosnie, c'est un des pays les plus proches de l'Europe avec une majorité musulmane. On voit que c'est vraiment un territoire où il y a plusieurs visions qui s'affrontent, ce qui explique aussi l'instabilité aujourd'hui. On a une petite précision lexicale qui peut aider à comprendre ce qui se passe dans ce pays, c'est que les Bosniens, ce sont l'ensemble des gens qui vivent en Bosnie, les habitants de la Bosnie-Herzégovine, et les Bosniaques, ce sont en fait les Bosniens, mais qui sont musulmans. Exactement, ouais. Voilà. Stéphane Saporito, est-ce que selon vous, le travail de réconciliation a été insuffisant, mal fait, et puis est-ce que cette population, elle a vraiment envie de vivre ensemble ou pas ? Ce travail de réconciliation, il est fait par la communauté internationale, mais aussi par les gens qui habitent la Bosnie. Les volontés ne sont pas toujours les mêmes. Mais quand même, le peuple, les gens qu'on a pu interviewer avec Léandre, sont plutôt enclins à vouloir vivre en paix. Et donc à trouver une issue à tout ça. Maintenant, par exemple, à Palais, qui est la ville qui était tenue par les extrémistes de la République Srpska, et qui est à 10 km de Sarajevo, qui aujourd'hui, maintenant, qui n'est plus un village, qui est devenu une ville touristique. Ces gens-là viennent travailler tous les jours à Sarajevo et repartent après dans l'entité serbe de Bosnie, qui est Palais. Donc, il y a des échanges au quotidien. Sarajevo était la ville multi-ethnique par excellence. Il y a des couples mixtes. Donc, tout ça entretient un petit peu cette diversité. Mais ça, c'est Sarajevo. C'est pas forcément ce qu'on voit dans les petites villes en province autour, qui est plus séparé. Si vous allez plus au nord, il y a vraiment une séparation. Il y a des villages entièrement bosniaques et entièrement serbes. C'est assez difficile. Les gens ont envie, mais ne se sentent pas toujours très, très, très soutenus par les politiques. Vous avez suivi dans votre reportage, Léandre Dugan, une famille bosniaque qui a vécu en Suisse et qui est revenue à Sarajevo. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir fait le voyage retour ? Eh bien, faut séparer deux choses. Immédiatement après le conflit, il y a eu pas mal de retours des gens qui étaient venus se réfugier en Suisse. Puis après, dans les années 2000, ça s'est un peu aplati. Ces quelques années, on a quelques retours, à tel point que le solde migratoire en Suisse, il est devenu négatif. Ça veut dire qu'il y a plus, aujourd'hui, ces dernières années, il y a plus de Bosniens qui sont retournés en Bosnie que de Bosniens qui sont venus en Suisse.
Mais ça reste un peu une exception. Si on prend Mohamed, le père de famille qu'on a suivi dans notre reportage, lui, il a passé 30 ans en Suisse, il était hyper intégré. Il a commencé à la plonge dans un restaurant, il a fini avec des responsabilités dans une entreprise de transport, il faisait partie du club de foot. Et c'est plutôt ça, hein, les Bosniens aujourd'hui en Suisse, ils sont hyper intégrés. Lui, il s'apprêtait à acheter une maison juste avant de partir au pays. Ils ne sont pas nombreux à retourner au pays parce que ces dernières années, si vous voulez, depuis la fin de la guerre, les perspectives, elles ne sont pas réjouissantes. Vous prenez Lamia, la jeune fille dans notre reportage qu'on a interviewée à l'université de Sarajevo. Elle fait ses études là-bas d'économie, mais elle a déjà prévu qu'elle ne resterait pas forcément dans son pays. Elle va peut-être faire comme son grand frère qui était déjà parti en Allemagne. Stéphane le disait, les jeunes, ils ont envie de vivre ensemble, mais c'est un des gros problèmes, c'est que les jeunes, les actifs, ils quittent le pays et c'est un gros problème pour reconstruire le pays, tant en termes économiques qu'en termes démocratiques. Eh bien, Léandre Dugan, merci. Stéphane Saporito, merci également d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre reportage.